La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur, nous sommes bien sûr lundi 25 novembre 2019 et dans moins de 3 mois, les Togolais iront aux urnes pour élire leur président. Est-ce que Faure Gnassingbé sera candidat ou non? En tout cas, les mouvements et associations s'y prononcent et incitent le parti présidentiel à pouvoir l'investir. D'autres candidats se sont déjà annoncés ou déclarés ou investis pour la présidentielle de 2020. Mais qu'en est-il cette fois-ci du côté de la coalition C14 et plus particulièrement du parti politique, les FDR, Force démocratique pour la République, dont le président national est Maître Paul Dodja Pévon. En tout cas, nous en parlons tout de suite avec lui. C'est le président national de cette formation politique que nous recevons ce matin pour vous. Alors, Maître Paul Dodja Pévon, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je m'en vais tout de suite vous poser la question, pourquoi les FDR ne sont pas encore sortis de la coalition C14 comme les autres partis qui s'en sont sortis? Pourquoi les FDR ne sont pas encore sortis? Ouais. Donc, vous attendez que d'autres sortent encore de la C14? Pas forcément, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Je peux vous le dire avec beaucoup de certitude ce matin, avec beaucoup de vigueur, que si d'autres doivent sortir, je ne le crois pas, peut-être nous serons le dernier. Nous serons le dernier parce que nous avons prôné, depuis la création de notre parti, que ce qui est indispensable pour l'opposition togolaise pour résister à la vague de nos prédateurs, c'est l'union. Et nous nous sommes comportés comme tels depuis le début, en faisant en sorte qu'on puisse créer le groupe des 6, que le groupe des 6 se rapproche de nos amis du CAP 2015 pour créer finalement une union d'abord, avant la naissance du mouvement créé par Tipi. Donc c'est après que nous avons créé la C14. La C14 a fait un travail extraordinaire et les gens ont vu la mobilisation, l'espoir qui est revenu dans le cœur des Togolais. On ne décide pas de liquider une force pareille. Et ceux qui l'ont fait, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Alors nous, FDR, ayant prôné tout le temps le rassemblement, l'union, avec fermeté, avec l'abnégation nécessaire, avec le renoncement de soi, mais nous ne sortirons jamais de la C14. Nous n'en sortirons jamais parce que tout le monde sait que c'est la voie à suivre. Même ceux qui sont sortis aujourd'hui savent que c'est ça. Pourquoi dites-vous cela? La voie à suivre. Mais bien sûr, parce que c'est l'union de l'opposition qui peut nous sauver. Il n'y a pas autre chose. Lorsque nous faisons nos calculs mesquins, en croyant que oui, positionner seul ici, on peut faire ceci et tout ça c'est de la nullité, c'est zéro. Ça ne donnera rien. On a déjà expérimenté ça dans le passé, ça n'a rien donné. Cette fois-ci, ça ne donnera rien. Et vous allez voir, après 2020, on sera encore ici sur ce plateau, vous me direz. Parce que la voie dans laquelle nous sommes engouffrés, c'est une voie périlleuse. Parce que lorsqu'on a une force unie qui suscite de l'espoir, on ne décide pas de liquider cette force-là pour rien du tout. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Ah oui, mais les gens avaient motivé quand même leur sortie. La sortie, vous leur avez posé la question, ils ont répondu par quoi? Par quoi ils ont répondu? Demandez-leur un à un pourquoi ils sont sortis de la C14. Je ne sais pas, je ne vois pas. Même s'il y a eu des difficultés au sein de la C14, c'est vrai, dans tout regroupement, il y a toujours des difficultés. Mais ces difficultés-là, on peut s'asseoir, on peut les aplanir. Et c'est pour cette raison que, après l'élection catastrophique les législatives catastrophiques de l'année dernière, on s'est regroupé pour dire on va aller à des journées de réflexion. On est allé à des journées de réflexion pour revoir notre comportement, pour revoir la structure de la C14. Mais ça au moins, si on s'était au moins entendu sur ça, on peut faire aujourd'hui du chemin. Mais même après ça, cette journée-là, des gens ont décidé, des gens qui ont préparé la réunion avec nous, à qui on a confié des missions, qui ont reçu, n'est-ce pas, le mandat du groupe d'être dans des commissions. À la veille, ils ont dit, ils ne participent plus à cette réunion. Et on est allé à la réunion, on est revenu, des gens sont sortis de la C14. Et récemment, on était en discussion pour savoir, mais nous qui sommes restés, quelle est la meilleure chose qui nous reste aujourd'hui à faire? Mais parce qu'il y a des problèmes de candidature et tout ça, bon, d'autres sont partis.
Ils savent pourquoi ils le font. Ça, l'histoire jugera demain. L'histoire, oui, mais l'histoire nous jugera tous demain. Ceux qui ont raison de prôner le rassemblement dans l'union, dans l'unité, dans la fermeté, est-ce que c'est eux qui ont raison? Mais ceux qui ont décidé de partir pour créer des difficultés à la C14, pour fragiliser la C14, si c'est eux qui ont raison, c'est l'histoire seule qui jugera demain. Oui, mais visiblement, d'aucuns estiment que c'est parce que la C14 ou bien ceux qui sont dans la C14 aujourd'hui n'ont pas tellement de poids ou ni de représentativité sur le terrain. C'est pourquoi ils jugent de rester toujours dans ce petit groupe. Qu'est-ce que vous appelez non pas de représentativité? Ou bien de poids sur le terrain. Qu'est-ce que vous appelez poids? Au FDN aujourd'hui, si je peux prendre l'exemple de mon parti, aujourd'hui nous sommes à la tête de 3 mairies. Ah. Nous sommes à la tête de 3 mairies. Alors, ceux qui disent qu'ils sont plus grands, d'autres ils ont combien de mairies? On est allé à des élections et qui aujourd'hui est catastrophique pour nous tous. On serait resté unis, on serait resté groupés pour aller à ces élections locales. On serait même resté groupés avec une idée de renoncement pour aller aux élections législatives de l'année dernière. Mais on sera aujourd'hui fort présent à l'Assemblée nationale. On sera aujourd'hui à la tête de plusieurs mairies dans ce pays. Mais lorsque l'histoire nous instruit que nos comportements ont créé des difficultés dans le passé, si on ne peut pas tenir compte de ce que nous avons vécu dans le passé pour construire l'avenir, alors nous ne sommes plus des hommes. Nous allons revenir tout à l'heure et amplement d'ailleurs sur la C14 et les actualités politiques dans le pays. Mais maître, vous êtes d'abord avocat au barreau du Togo et également défenseur des droits de l'homme le plus souvent. Nous avons constaté que ce week-end, notamment le samedi, très tôt le matin, et puis vers 11h en fin de matinée, le gouvernement, au cours d'un point de presse, a annoncé qu'il y a des individus mal intentionnés et qui seraient vêtus de noir, ont voulu créer une insurrection armée dans notre pays, le Togo. Oui, Joachim, avant toute chose, je voudrais présenter mes compassions aux gendarmes qui ont été blessés au cours de ces événements malheureux. Mes compassions parce que je ne sais pas pourquoi ils doivent devenir des victimes expiatoires de nos contradictions internes au Togo. Et ce que j'ajouterais, c'est que je ne sais pas d'où vient ce qui nous arrive aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est vrai que le gouvernement a fait son annonce, mais connaissant ce pays, je prends tout cela avec des pincettes. On nous a dit que les commanditaires de ceux qui sont allés s'attaquer aux gendarmes, on les connaît. Oui. Alors, si on connaît les commanditaires, alors on va laisser quand même le mouvement se dérouler. Avant de nous dire un jour, un bon matin, que les gens sont allés attaquer, alors qu'on dit déjà, après la commission de l'événement, qu'on connaît déjà les commanditaires. Comment se fait-il que ce soit le général Yak qui dit qu'on connaît les commanditaires? Alors, comment on connaissait les commanditaires, et puis on va les laisser aller jusqu'au bout de l'exécution de leur acte, avant de nous dire, après coup, qu'on les connaissait. Alors, ce qui suppose peut-être qu'on a envie de voir d'abord l'acte se commettre avant d'alerter les populations. Ce qui pose déjà, à mon avis, un problème. La deuxième chose qui est ambiguë à mon niveau, on dit ceux qui sont allés habillés en noir étaient armés seulement de gourdins et de machettes. Mais ils se sont attaqués à des gendarmes qui ont des fusils, qui ont des kalachnikovs. Comment ils ont fait pour que ces gendarmes-là ne ripostent pas, pour qu'aujourd'hui, on ait arrêté un seul parmi des gens qui ont des gourdins et des machettes seulement? Il y a quelque chose de vraiment flou dans cette affaire. Alors c'est pour ça que moi j'estime que pour une chose aussi grave pour notre République, il faut une enquête sérieuse pour savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe réellement dans notre pays. À supposer même que ça soit un groupe véritablement, un groupe organisé tel que le ministre l'a dit, qui s'attaque aux institutions, qui veut provoquer une révolution. Ça aussi, ça doit nous interpeller. Parce que plusieurs fois sur vos antennes ici, j'ai poussé le cri d'alarme qu'un peuple qui est poussé à son dernier retranchement réagit toujours par des actes insoupçonnés. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, je leur ai dit, s'ils veulent la paix pour notre pays, ils doivent construire la paix. Ils doivent construire la paix parce que ce n'est pas le désir de rester de manière
indéfinie au pouvoir qui construit l'avenir d'un pays. Ce n'est pas vouloir rester contre vents et marées, contre la volonté des populations qui fait la grandeur d'un homme politique. La grandeur d'un homme politique, c'est le peu de temps que vous passez, mais en laissant des empreintes indélébiles. L'histoire vous citera demain. Mais lorsque vous restez de trop, vous restez des années de trop, peut-être l'histoire vous citera demain, mais à mal. Tout dépend de ce que vous voulez pour votre nation. Est-ce que vous voulez laisser un nom de grandeur en disant oui, j'ai passé peu de temps, mais j'ai laissé des empreintes dont les générations se souviendront demain? Ou bien vous voulez poser des actes parce que vous avez fait des années, 20 ans, 15 ans, 50 ans de pouvoir, mais ça va être à la fin une catastrophe. Est-ce qu'il y a des exemples pour ce que vous dites là, passer un petit temps à la tête? Je vous citerai juste l'icône mondiale, Nelson Mandela. Cet homme-là qui a passé je ne sais pas combien d'années en prison, il a fait combien de mandats? Il a fait un seul mandat. Les gens l'ont supplié pour rester. Il a dit non. Il y a d'autres avec qui j'ai lutté. Je veux rester pour les guider. Je vais les orienter avant de partir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait juste un mandat. Mais le nom de Nelson Mandela aujourd'hui restera à vie. Toutes les générations durant dans la tête des Togolais, des Africains et mondialement. Mais ce n'est pas le nombre d'années qu'il a passé au pouvoir qui fait de lui aujourd'hui cette icône-là. Mais lorsque vous venez au pouvoir, vous faites un mandat, vous faites 2, vous en faites 3. Et lorsque par un concours de circonstances, vous modifiez la constitution. Mais les gens vous poussent à dire, oui, c'est vous le meilleur. Comme si sans vous, ben, le Togo n'existera plus. Comme si sans vous, il n'y aura plus un Togolais capable de venir. On nous disait ça au temps du général Yadema. Toujours au pouvoir. Mais le jour où Yadema est décédé, on a trouvé quand même quelqu'un pour aller le remplacer. Celui qui est indispensable. Qui est indispensable? Qui est indispensable aujourd'hui dans notre monde de pauvres? Nous sommes des pauvres, nous sommes des individus de rien du tout. L'individu ne représente rien devant Dieu. Nous sommes, dans le cosmos, nous ne sommes rien du tout. Lorsque vous bombez la poitrine aujourd'hui en disant oui, c'est là, nous sommes là. Mais demain, ce qui va se passer, vous ne le savez pas. Même ceux qui crient aujourd'hui que oui, c'est notre champion, etc., etc. Ce qui va se passer demain, ils ne le savent pas. Alors, nous devons être plus humbles. Dieu seul qui est le maître. Nous devons être plus humbles. En abordant les choses de la vie, nous devons être plus humbles. Nous confier à Dieu. Lorsque Dieu a fait pour vous de grandes choses, il faut le lui reconnaître. Parce que plusieurs années au pouvoir, ce n'est pas facile. Conduire des hommes pendant autant d'années, ce n'est pas facile. Mais lorsque Dieu vous a permis de faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, rendez-lui grâce et dites que toute chose a une fin. Voilà, et toute chose a une fin dans ce bas monde. Oui, mais par rapport toujours à ma première question, alors il y a quand même des armes qui sont portées, disparues, en tout cas des armes qui ont disparu. Finalement, qu'avez-vous à dire aux uns aux autres par rapport à ça? C'est ce que je disais, que le danger qui nous guette tous, si réellement un groupe organisé s'est attaqué aux gendarmes à emporter des armes, ça veut dire que demain ne serait pas serein pour nous tous. Qu'est-ce qui va se passer demain? Nous ne voulons pas un changement. En tout cas pour nous, au FDR, nous ne voulons jamais d'un changement dans la violence. Oui. Nous ne prenons jamais la violence. C'est pour ça que nous condamnons ce qui est en train d'arriver. Mais nous interpellons au même moment ceux qui nous dirigent. Lorsque vous allez à une compétition électorale, vous fermez toutes les portes d'une discussion sérieuse pour aller à un consensus. Les autres, vous les poussez à quoi? Vous les poussez indubitablement à la violence. Lorsque vous prenez les mandats, 2, 3, et que l'avenir, vous bouclez, vous verrouillez, parce que vous dites que vous avez la force. Parce que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est sur la force qui compte. Que nous sommes forts, on va vous mater, on va vous... etc. Mais les gens qui n'ont plus rien à perdre, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Si c'est la force qui vous maintient au pouvoir, ils vont aller réfléchir aussi à trouver la force pour venir équilibrer les choses. Et c'est là où nous sommes tous en danger. Nous interpellons encore une fois, moi je profite de votre antenne pour interpeller ceux qui nous gouvernent, qu'ils doivent ramener la balle à terre. Si on doit aller à la démocratie, faisons réellement de la démocratie. Mais la manière dont ils se sont comportés aujourd'hui, en narguant les gens, en nous regardant de haut en disant oui, nous sommes là encore pour 20 ans. Mais c'est Dieu seul qui sait s'ils resteront pour 20 ans. Mais de grâce, nous avons échappé à beaucoup de choses dans ce pays qui ne fassent pas balancer ce pays dans la violence. Parce que ça se passe ailleurs.
ceux qui se sont entêtés, les gouvernements qui se sont entêtés en disant oui, ceux-là, ils ne représentent rien. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à réfréner la violence. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'il y a des choses qui courent, qui commencent très petitement. Les gens disent oh, c'est rien du tout. Mais lorsque ça va grandir, s'élargir, mais il arrive un moment, on ne peut plus contenir. On ne peut plus contenir. De grâce, je les supplie à genoux. Je les supplie à genoux de faire en sorte que la manière dont ils se sont comportés et continuent de se comporter en face de ceux qui veulent un espace de liberté et veulent des élections transparentes et justes dans ce pays, qu'il aille sur ce terrain-là plutôt que de continuer à narguer pour dire ceux-là ne feront rien jusqu'au moment où un jour quelque chose se produit dans ce pays que nous ne souhaitons pas. Que nous ne souhaitons pas. Mais maître, vous avez eu à rencontrer le ministre, c'était le mardi dernier, le ministre de l'administration territoriale, et c'était pour le compte de la première réunion du comité de suivi du processus électoral. Mais vous étiez sorti de la salle, c'est vrai, vous-même vous n'y étiez pas, vous-même vous étiez fait représenter, il y avait une délégation de la coalition C14, un acte que vous regrettez? Comment on peut regretter ça? Et c'est ça justement ce dont je vous parle. Joachim, je vous signale que lorsque la C14, nous qui, au nom de qui je parle aujourd'hui, FDL bien sûr, mais également au nom de la C14, nous avons écrit récemment au chef de l'État pour dire, mais l'élection présidentielle qui est en train de venir là, il faut absolument que nous nous retrouvions pour que, sur une base consensuelle, on puisse la préparer avec les réformes qu'il faut. On a écrit au chef de l'État. Mais vous savez celui qui nous a répondu? Non. C'est le ministre de l'administration territoriale. Vous avez adressé le courrier au chef de l'État. On a écrit au chef de l'État. Et c'est le ministre de l'administration qui nous répond. Et dans sa réponse, il nous dit, ah non, tout ce que vous demandez là, ben, c'est une fin de non-recevoir. Il n'a rien à prendre parce qu'il y a déjà un code électoral, etc. Et il nous dit, si vous voulez, il y a un comité de suivi qui va être mis en place. Vous viendrez à ce comité de suivi, vous ferez vos observations. Mais attention, toutes vos observations doivent se situer dans le cadre du code électoral. Ce qui veut dire que pour lui, ils ont déclenché un truc, quelque chose de bizarre, de bancal. Vous venez, vous mettez la main à la tempe, vous les regardez. Si de temps en temps vous avez des choses à dire, vous le dites à ce comité et c'est fini. Donc ça veut dire que ce comité qu'ils ont mis en place, ce n'est pas un comité pour aller discuter du fond de nos doléances pour aller trouver une réponse, mais ils ont dit non, ils ont déjà déclenché un processus, il y a une CENI en place, bon la CENI a commencé à organiser, etc. Vous venez, vous faites seulement des observations. Mais on croyait qu'il allait revenir un peu à de bons sentiments lorsqu'ils nous ont invités. Lorsqu'on est allé là-bas, ils nous ont dit non. Ce comité-là ou ce comité de suivi n'est pas le lieu pour aller prendre les problèmes, les doléances de l'opposition. C'est juste pour faire des observations. Et nous allons rester dans la salle pour quoi faire? Oui, là, l'autre curiosité, quand vous avez adressé votre courrier au chef de l'État, est-ce que le ministre, en vous répondant, a-t-il pris le soin de préciser que c'est sur instruction du chef de l'État qui vous répond? Bien sûr, il a dit que c'est sur instruction. Mais en réalité, ce n'est pas courtois. Ce n'est pas bien. Il a dit que nous, lorsque nous, acteurs politiques, un groupe de partis politiques a écrit au chef de l'État avec des doléances sérieuses, mais au minimum, le chef de l'État peut nous recevoir. Pour qu'on lui explique pourquoi nous avons envoyé cette doléance-là. Mais nous balancer une réponse comme ça, pas le truchement du ministre. Une réponse lapidaire, c'est parce qu'il se fout de nous. Il ne vous prend pas au sérieux. Parce que pour lui, bon, vous là, vous n'existez pas. Et c'est ça qui pose le problème dans ce pays. Lorsque vous banalisez les gens, vous les multipliez par zéro, tôt ou tard, vous verrez. Mais et voilà, par rapport à toutes ces situations, la conférence des évêques du Togo, au cours de leur rencontre, comme ils ont l'habitude de le faire, les évêques du Togo, ils ont écrit, donc en tout cas ils ont fait leur déclaration et ont d'abord épinglé d'abord le président de la République, disons le parti au pouvoir, en disant ceci: nous exhortons le gouvernement à opérer dans l'intérêt supérieur de la nation les réformes indispensables à l'assainissement du cadre électoral avant les présidentielles de 2020. Et il continue en disant notamment revoir de façon plus concertée la composition de la CENI,
de la Cour constitutionnelle et pour les mettre au-dessus de tout soupçon de dépendance, réviser le code électoral, établir un fichier d'électeurs fiable et crédible, etc. Comment trouvez-vous cette manière de tacler le gouvernement dans la conférence des évêques? Mais ils ont repris ce que nous disons tous déjà. Beaucoup d'acteurs politiques, que ce soit la C14 et autres, l'ANC, nous avons la même position par rapport à l'élection aujourd'hui qui est en train de se profiler à l'horizon. On ne peut pas organiser une élection sérieuse dans notre pays sans appeler l'opposition et ceux qui gouvernent le pays à s'asseoir pour avoir un minimum de consensus. Dans quel pays on fait ça? Dans tous les pays du monde, lorsque une élection majeure de ce genre vient, mais on appelle les acteurs pour voir qu'est-ce qu'il y a à corriger. Parce que notre code électoral aujourd'hui est devenu désuet. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit revoir. Désuet? Mais ils ont procédé à une modification il y a quelques jours. Avec qui? Avec qui ils ont fait la modification? C'est juste pour appeler la diaspora à venir voter. Mais à l'intérieur de ce code électoral, il y a un certain nombre de choses qu'on doit revoir. Oui, mais la dernière fois, le ministre disait quand même que c'est un code qui est issu d'une concertation en 2013 qui avait poussé les uns et les autres à aller à une... Est-ce qu'il est sérieux en disant ça? Est-ce que le ministre lui-même est sérieux en disant ça? Lorsque vous faites un code en 2013, nous sommes aujourd'hui en 2019 pour des élections qui se profilent pour 2020. 2013 à 2020, il y a eu du chemin. Il y a eu un certain nombre de choses qui doivent nous permettre de corriger. Si les gens là ont la volonté de faire réellement du sérieux. Parce que eux, ils veulent profiter des tests totalement bizarres. Ils veulent avoir tout pour eux. Les tests en leur faveur, l'argent du pays en leur faveur, tout en leur faveur, pour aller à des élections, mais sans difficulté. Parce qu'ils veulent créer toutes les conditions pour gagner des élections indûment. Et oui, c'est ça justement le problème. Maître, à l'heure où nous sommes, est-ce que de manière réaliste, on peut retoucher la CENI? On peut recomposer la CENI? Pourquoi on ne peut pas la recomposer, la CENI? Parce que vous dites-vous une chose, lorsqu'on mettait la CENI en place, après l'accord politique global, mais il y avait une configuration politique. Et c'est la configuration politique qui a permis, justement, de parler de la CENI de cette manière-là. Mais les choses ont évolué. On a été à un dialogue. Le dialogue de la dernière fois, c'est nous étions les protagonistes en face du pouvoir. L'opposition aujourd'hui, qui n'est pas à l'Assemblée, était le seul protagoniste en face du pouvoir. Comment voulez-vous que, par un concours de circonstances, parce que cette élection n'est pas allée aux élections législatives, on dit aujourd'hui, elle est totalement évacuée de la CENI. Et les gens qui le disent, ils sont sérieux en le disant? Et ils sont sérieux en le disant? Ah non, non. Il y a quelque chose auquel on doit réfléchir. Si vous croyez que vous avez la force brute et vous voulez terroriser, vous voulez faire taire les gens, ça c'est autre chose. Mais lorsqu'on réfléchit en profondeur, on sait que la CENI là mérite d'être recomposée. Si les gens veulent réellement que les choses soient équilibrées, qu'on aille à des élections transparentes dans ce pays. Alors, oui, mais à écouter le président de la CENI tout à l'heure, quand il forme les présidents des CELI et d'autres membres, il estimait quand même qu'ils veulent doter le pays d'un fichier fiable. Quel fichier fiable? Ça, c'est des gros mots. Quand ça les arrange, ils sortent de ces gros mots-là, fichier fiable. Quel fichier fiable? Le fichier électoral a été de tout temps les difficultés que nous avons connues dans ce pays. Et on a toujours appelé à faire en sorte qu'on ait un fichier véritablement fiable dans ce pays. Au moment où ils faisaient ce fichier, ils ont lancé l'appel pour le recensement électoral en 2018. Mais nous, on n'y était pas. C'est vrai, l'opposition. C'est pour un concours de circonstances. Mais lorsque ça a été fait, et que finalement nous avons voulu rattraper à l'occasion des élections locales, vous avez vu comment ils ont organisé la révision? En décidant volontairement de faire le blocus pour que les gens n'aillent pas s'inscrire. Et la chose comme ils l'ont fait pour le recensement, ils ont dit sur toutes les territoires, on donne 3 jours pour que les gens aillent s'inscrire. Et ils ont volontairement mis des machines en panne. Et ils ont volontairement dit à des opérateurs de ralentir l'opération. Mais c'est-à-dire que dans un pays, lorsque ceux qui gouvernent se comportent de cette manière, ça veut dire qu'ils ont choisi volontairement la voie de l'impasse. C'était des machines. Les machines étaient tombées en panne. On sait ce qui s'est passé. Laisse-moi vous dire, on sait ce qui s'est passé. Je suis allé chez moi avocat, j'ai vu comment ça s'est passé. C'est volontairement qu'ils ont organisé justement ce blocus-là.
Alors, si vous procédez par la ruse, tout le temps par la ruse, tout le temps par la ruse, un jour, la ruse doit vous lâcher. Ah bon? Oui. Et là, et voilà, la conférence des évêques ne s'était pas arrêtée seulement sur le gouvernement. La conférence des évêques du Togo vous demande tous, et notamment au gouvernement, de surprendre positivement et la population togolaise et la communauté internationale, mais elle n'a pas été du tout tendre vis-à-vis de l'opposition. Et c'est une opposition qui semble ne pas savoir ce qu'elle veut, et elle manque de vision. Maître, vraiment, la conférence des évêques du Togo n'est pas du tout tendre vis-à-vis de vous. D'abord, est-ce que vous êtes sans vision au niveau de l'opposition togolaise? C'est dommage que... Là, permettez, nous allons marquer la pause et on revient tout de suite pour vous permettre de... Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, maître Paul Dodiapé, mon président national des FDR, qui pour le moment, lui, n'est pas candidat. S'il doit l'être, en tout cas, la question lui sera posée tout à l'heure. Mais maître, je vais vous poser la question avant de remettre l'antenne tout à l'heure là, est-ce que l'opposition est sans vision telle que les messeigneurs l'ont constaté? Oui, mais c'est-à-dire que c'est nos comportements, à un moment donné, qui ont permis aux évêques de nous tacler comme ils l'ont fait. C'est vrai. Lorsque on s'est réunis pour dire, mais créons une force, projetons un nouvel avenir pour libérer ce pays, et que en pleine course, on décide de mettre à néant l'instrument qui nous permet d'aller de l'avant, mais les évêques ont raison de dire que nous sommes sans vision. Parce que la vision consiste à faire quoi? À se doter d'une force. Ce n'est pas la vision, ce n'est pas un document qu'on écrit. Mais comment on se comporte par rapport à ce qu'on s'est dit de faire et pour aller de l'avant. Mais lorsqu'en pleine course, vous décidez d'imploser ce que vous avez de plus précieux à cause de vos intérêts, mais les évêques ont raison de dire nous sommes sans vision. Malheureusement, nous ne sommes pas tous comme ça, mais on dit que... c'est un seul qui a la tête rouge, on dit que vous êtes tous des pays voilà, c'est ça. Oui, maintenant, ils disent également, les évêques, ils vous demandent tous de surprendre positivement la population et la communauté internationale. Est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est ce que nous avons de mieux à faire aujourd'hui. Parce que, au fur et à mesure que nous allons, même ceux qui ont voulu hier jouer à l'individualisme ont compris aujourd'hui que le minimum n'est pas aujourd'hui réuni pour aller à une élection crédible. Si nous sommes encore ici en train de parler des conditions d'organisation des élections, nous savons tous que les conditions ne sont pas réunies. Et pour que les conditions là soient réunies face à ce pouvoir-là, mais on ne peut qu'être ensemble. Alors si on doit être ensemble pour créer les conditions, pourquoi ne pas être ensemble pour gagner? Si on doit être ensemble pour créer les conditions d'une vraie élection transparente, mais pourquoi nous ne devons pas être ensemble pour gagner? Monsieur, on vous a encore vu avant-hier ensemble autour du Front citoyen. C'est ça le paradoxe. C'est ça notre paradoxe au Togo. Lorsque les circonstances l'exigent, on se réunit, mais on fait ce qu'on appelle une union de façade. On vient, une union de façade, bon, parce que si je ne vais pas là-bas, on va dire, ah, pourquoi moi je suis absent? On vient. Là, c'est hypocrite. Ah oui, mais c'est de l'hypocrisie. On a toujours joué à de l'hypocrisie dans l'opposition togolaise. Moi, je regrette de le dire comme ça, mais c'est de l'hypocrisie. Alors, pour que nous sortions de ce truc, quelque chose doit sortir de nous. Dans le tréfonds de nous-mêmes, nous devons nous interroger et nous projeter par rapport à ce peuple que nous voulons défendre. Nous projeter par rapport au comportement de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ont décidé de nous liquider. Mais l'avenir de l'opposition dépend de ce qu'elle doit faire là, ici et maintenant pour recommander les brèches. Et cela va déterminer ce que vous voulez vraiment? Absolument. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lorsque nous nous ressaisissons là où nous sommes aujourd'hui, en disant, mais ces élections qui se profilent à l'horizon pour 2020, nous devons nous souder. La marche que le Front citoyen Togo Debout annonce, nous devons aller à cette marche pour obliger le pouvoir à revenir en arrière, pour réellement discuter avec nous, pour créer les conditions. Si on le fait comme ça, ça fait déjà un point de départ. Et puis, nous devons aller au-delà de tout cela pour nous interroger, pour dire, ben oui, à un moment donné, nous avons eu des conceptions diverses par rapport à ce que nous devons faire pour gagner. Et si le Saint-Esprit nous pénètre,
et nos intérêts, on les révise à la baisse au profit de l'intérêt général. Mais nous avons encore la possibilité de nous ressaisir. Ah oui, puisque les évêques estiment quand même que vous manquez d'amour et puis vous pensez beaucoup plus au confort personnel et vous ne vous préoccupez pas de la misère bien sûr, et de la population. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je l'ai dit et je l'ai répété, ce n'est que lorsque on a un minimum de renoncement de soi, un minimum d'amour pour soi, un minimum d'amour pour la patrie, que nous pouvons sacrifier ce que nous avons de plus précieux. Aller à une élection présidentielle, c'est un droit. Un parti politique est créé pour aller compétir. C'est ça l'essence d'un parti politique. Et c'est ce qu'ils se sont annoncés, c'est ce qu'ils disent. Mais bien sûr, je suis d'accord que lorsque vous voulez vous créer un parti, vous avez envie d'aller compétir. Mais il faut tenir également compte des conditions dans lesquelles vous voulez le faire. Lorsque les conditions sont exécrables, comme la nôtre, ou les nôtres aujourd'hui, et vous dites que malgré ça, je suis quand même dedans, je vais aller gesticuler un peu, mais vous allez aller et vous revenez avec les mêmes résultats. Alors vous devenez maintenant en ce moment-là, ensemble avec ceux qui refusent le changement, vous devenez quelque chose de bizarre. Mais là, vous prenez le boycott ou quoi? Je n'ai pas prôné le boycott, je dis ensemble, nous allons nous battre pour créer les conditions. Donc, mais ensemble, nous devons tout faire pour renforcer justement nos liens pour aller à cette élection. Et que dites-vous alors, ou bien comment appréciez-vous cette avalanche de candidatures qui sont annoncées ici et là, au niveau de l'opposition? Je dis, bon, les gens se sont annoncés. Mais si les gens sont sincères, j'ai écouté le président Guillaume la dernière fois le dire, je suis candidat, mais je m'inscris résolument dans le sens de l'unité de l'opposition. Mais si c'est réellement sincère, et tous ceux qui se sont annoncés hier, s'ils sont réellement sincères, il faut qu'en un moment donné, on déclenche justement la procédure pour le choix du candidat. Et lorsque le choix sera fait, que tout le monde s'incline, tout le monde s'écrase devant celui qu'on va choisir. Parce que moi, ce que je crains, tous ceux qui annoncent aujourd'hui, oui, moi je suis candidat, mais je vais m'incliner demain, connaissant le Togo, connaissant l'opposition togolaise, le jour où on choisira quelqu'un parmi eux, vous allez voir tout ce moment-là dire, ah, ça n'a pas été sérieux, par conséquent, moi, j'ai déjà fait trop de dépenses, moi, j'ai déjà pris trop de contacts avec la population, par conséquent, je continue. Je le crains. Mais si réellement ils sont sincères, et qu'on choisit un seul candidat, et il dit, ah, nous sommes derrière celui-là, nous allons à la compétition avec lui, ils auront fait œuvre utile. Sans aucun calcul. Œuvre utile pour le Togo, oui, bien sûr. Œuvre utile pour le Togo. Bien sûr. Oui, mais donc ça voudra dire que vous tenez mordicus à la candidature unique au niveau de la C14. Ce n'est que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, Joachim. La seule et unique chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'avoir un seul candidat, nous mobiliser derrière ce candidat avec le peu de conditions que nous avons pour une élection transparente. Et vous allez voir que lorsque nous allons régler ce problème-là en disant, oui, on a réussi ça, vous allez voir la mobilisation qui va être derrière. Les populations aujourd'hui sont désabusées, découragées, parce qu'ils savent que, bon, vous allez encore à ces élections en rang divisé, qu'est-ce que je vais y aller faire? Peut-être ça n'apportera rien. Bien sûr. Et c'est parce que les gens disent, oui, mais si les résultats sont connus d'avance, qu'est-ce que je vais aller faire? Mais si l'opposition se ressaisit, crée les conditions et surprend, et c'est ce que les évêques disent. Oui. Si nous surprenons la communauté nationale et internationale en disant, cette fois-ci nous avons un candidat, nous laissons taire, nous taisons nos intérêts, et que nous avons choisi quelqu'un, vous allez voir comment les populations togolaises vont se mobiliser. Mais nous sommes dans un schéma de 2 tours d'élection présidentielle. Mais oubliez cette affaire-là, parce que j'entends le raisonnement dire, oui, pourquoi on a 2 tours, on veut aller... on choisit un candidat unique. Tout ça là, c'est c'est de la baliverne. C'est de la baliverne parce que je vous dis qu'en face de ces gens-là aujourd'hui, pour remotiver les populations togolaises, pour les remobiliser, pour leur donner la confiance, pour se lever comme un seul homme, pour aller le faire gagner, nous sommes dans l'obligation de trouver un candidat. Oui, mais si vous le faites ainsi, qui sera quand même le chef de l'opposition après les élections? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, oui, quand même, après les élections, il faudrait quand même qu'on découvre quand même qu'il y a une force qui dépasse les autres au niveau de l'opposition après les élections. C'est nous tous ensemble. C'est toutes les forces qui ont convergé, qui ont choisi un candidat qui devient la force, l'interface du pouvoir. Il n'y a pas autre chose à faire. Nous allons recevoir les appels téléphoniques pour le compte de cette émission. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maglo. Oui, bonjour, maître Apézon. Oui, bonjour, monsieur Maglo.
Voilà. Je suis un peu resté perplexe lorsque vous condamnez là. Pendant la question de Jacin tout à l'heure, qui vous demandait quelle analyse faites-vous des propos des évêques, vous avez dit qu'il y a certains comportements de vos collègues qui prêtent à ce qu'on le condamne, n'est-ce pas? Et ça, moi, je crois que vous condamnez seulement les conséquences, les causes profondes. Les causes profondes qui ont guidé le comportement de l'opposition, vous n'insistez pas là-dessus. Et moi, je crois que les évêques, ils n'ont fait que jouer le jeu d'équilibre. Ils ont fait ce qu'on dit souvent, ils ne peuvent pas le condamner. Sinon, on doit condamner fermement le comportement de pouvoir. Vous le savez très bien. C'est le pouvoir qui a guidé même vos comportements lors de la formation de ce 14. On a fait infiltrer certains de vos collègues qui sont pour jouer les jeux troubles. Vous le savez très bien. Et vous vous condamnez, vous vous prêtez à ce jeu. Moi, je n'accepterai jamais cette analyse. Oui, maintenant la question, votre préoccupation de manière claire. Ma question, est-ce que Maître Apévo croit sincèrement que la faute provient de lorsque les évêques les condamnent, que c'est leur comportement? Moi, je ne suis jamais d'accord pour ça. Est-ce qu'il croit vraiment? Autrement dit, vous n'êtes pas d'accord sur les propos des évêques. Merci beaucoup. Très bien noté. Et nous accueillons Monsieur Gado. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Maître, bonjour. Oui, bonjour, M. Gado. Maître, si la classe politique togolaise tout entière condamne cette attaque-là pour préserver la paix, pour aider le gouvernement à rester, tout serait bien. Au même moment, les ministres aussi doivent réfléchir bien avant de parler. Soit disant, madame, allez chercher les armes et faites ce que vous voulez. Ça, rester dans la tête des Togolais, c'est pas bon. Bon, maître, vous avez écouté lui. Vous avez été accusé. Vous êtes avocat. Que pensez de cette situation très compliquée? Merci, bonne journée. D'accord, bien noté. Monsieur Baba. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est M. Ali Baba. Bon, aujourd'hui, les évêques là, ils ne sont pas le seul homme de Dieu. Dieu a dit la paix, c'est la paix, la salam alaikum, ça veut dire que la paix soit nous tous. Aujourd'hui, les législatives passées, ce qu'ils avaient parlé, c'est le même incendie qui va amener. Mais nous, l'Union musulmans, tous les musulmans, les vrais croyants, on ne veut pas ce problème. Ma question à savoir, tu as posé, après moi dit, le ministre de la Sécurité dit qu'on est. Oui, c'est les gens de PMP. Parce qu'on a non, monsieur Ali Baba, s'il vous plaît, ces gens de déclaration, on ne les veut pas. Sur quelle base vous affirmez gratuitement ces notions? Est-ce que c'est les ministres qui vous l'ont dit? Non, de toute façon, il ne faut pas se permettre ces genres de déclarations en direct à l'antenne. Vu votre âge, s'il vous plaît, respectez-vous. Monsieur Komi, bonjour. Oui, monsieur Jacé, bonjour. Oui. J'aimerais poser une question à notre invité. Oui. Le pouvoir en place sait très pertinemment qu'il y a deux tours. Mais quand vous écoutez les ailes marchands et eux-mêmes, ils n'ont jamais évoqué le problème de deux tours. Ils pensent à gagner un coup KO. Pourquoi l'opposition lui parle de deux tours? Merci. Pélé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Maître, bonjour. Oui, bonjour, Pélé. D'abord, il faut féliciter toujours l'opposition togolaise. Ouais. Parce que ce régime, on le connaît depuis bientôt 60 ans, est soutenu par l'armée togolaise. Bon, ce que moi je voudrais vous dire, nous sommes à 3 mois des élections. Et que le régime va aux élections. Vous le savez très bien. Il ne faut pas demander ce que vous ne pouvez pas avoir. Ça c'est clair. Pour le plan A, si vous avez quelque chose à demander, demandez-le. Et le plan B, exécutez-vous, organisez-vous. Demandez à M. Jean-Pierre Fabre de prendre sa responsabilité, de s'organiser au niveau de l'opposition pour attaquer le régime, marquer le régime à la culotte juste depuis le nord. Là où le régime se compétit à lui seul, seul unique compétit, allez-y, sécurisez les urnes. C'est ça l'essentiel chez nous au Togo. Merci. Ok. Bien noté. Et nous accueillons le dernier intervenant,
Ah d'accord. Oui, alors maître, vous avez écouté monsieur Pelé, le dernier intervenant, qui parle de plan A, il faut demander exactement ce que vous voulez et puis vous devez tout faire pour l'avoir. Mais le plan B, que Jean-Pierre Fabre organise l'opposition afin que vous puissiez sécuriser les votes. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas la lune. On a dit qu'il faut réformer la CENI, et il faut réformer la Cour constitutionnelle. Mais Joachim, dites-moi honnêtement, si ceux qui sont en face de nous, s'ils sont entre guillemets un peu plus sérieux, comment ils peuvent comprendre eux-mêmes qu'on est une Cour constitutionnelle qui date de je ne sais pas combien d'années. Entre-temps, ils ont mis en place, ils ont modifié la Constitution. Le 8 mai. Ils ont modifié la Constitution le 8 mai. Et ils veulent aller à l'élection présidentielle avec une constitutionnelle qui existait avant la modification de la Constitution. Est-ce qu'ils sont sérieux eux-mêmes vis-à-vis du monde, des Togolais et de l'opinion internationale? Est-ce qu'ils sont sérieux en faisant ça? Et si nous demandons ça, c'est la lune qu'on demande? Si nous demandons aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, la CENI soit recomposée pour que nous puissions être présents pour organiser de manière consensuelle les élections, qu'est-ce que nous demandons de plus? Nous demandons la publication des résultats. Ce que nous demandons, en tout cas ce que nous avons demandé jusqu'à aujourd'hui, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et toute opposition dans n'importe quel pays demanderait la même chose. Oui, mais alors, comment expliquez-vous le fait que le pouvoir réchini refuse toujours de pouvoir s'accorder sur vous? Je vous l'ai dit tantôt que ceux qui ont en face de nous ne veulent pas prendre le moindre risque. Ils veulent aller à des élections parce qu'ils veulent ouvrir devant un boulevard. Oh, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Ils veulent mettre tout de leur côté pour gagner. Ce qui est totalement inconcevable. Et voilà, comme il trouve que les ailes marchandes du RPT, disons, les mouvements de soutien, pas du RPT, les mouvements de soutien au parti Unir ne parlent jamais de deux tours. Ils disent toujours, on doit gagner un coup KO. Mais c'est au niveau de l'opposition que tous ceux-là qui sont des candidats disent c'est élection à deux tours. Et comme il a totalement raison, et c'est la même chose que je suis en train de vous dire, la manière dont le pouvoir s'organise aujourd'hui avec ses ailes marchandes et tout ça, en disant on va mettre un candidat, on va aller gagner, nous disons mettons les mêmes chances de notre côté en étant soudés comme un bloc pour aller gagner. Ça c'est tellement évident ce que nous disons. Parce que la division qu'on veut créer en ayant plusieurs candidats, parce que chacun veut aller de son côté, mais moi je dis... Qu'est-ce que ça va créer comme engouement au sein de la population? Qu'est-ce que ça va créer comme chance de pouvoir gagner? Les gens disent, oui, demain, il va y avoir report de voix. Mais nous connaissant dans ce pays, je ne sais pas comment vous allez le faire. Je connais les Togolais. Il y a des gens qui vont à ces élections-là juste pour exister. Eh bien, qu'est-ce qui dit que demain, ils vont appeler véritablement un report de voix pour que nous puissions gagner au second tour? Mais ça, c'est des interrogations. C'est pour ça que nous disons, si on peut mettre les chances de notre côté dès le premier tour avec un candidat, en remobilisant les populations et en recréant la confiance autour de ce candidat, nous avons les meilleures chances de gagner. Et c'est ce que nous démontrons. Ah voilà, monsieur Baba parlait donc, il estimait que les évêques veulent incendier le pays à travers leur déclaration et que tout ça là, laisse Baba et compagnie. Oui, voilà. Et maintenant, monsieur Gado, c'est des déclarations d'abrutis. Voilà. Monsieur Gado, lui, il estime que, en tout cas, il dit que vous avez écouté Mohamed Loum. Et vous-même, vous avez été avocat de plusieurs personnes détenues dans cette affaire d'incendie des marchés. Quelle est votre réaction? Oui, mais c'est quelque chose de très troublant. Je le savais un peu depuis, parce que j'ai été avocat dans ce dossier-là, au moment où l'homme a fait ses déclarations, depuis le début. Après, il est revenu sur cette déclaration. Qu'il a dit là, c'est quelque chose qui existe déjà dans le dossier. Qu'on l'a poussé à aller faire les premières déclarations. Alors, le problème des incendies, ce dossier-là, c'est un dossier assez curieux, d'ailleurs, parce que on n'a jamais saisi de manière véritable la substance de... Alors, nous savons, parce que nous qui avons défendu les prévenus dans ce dossier, nous n'avons pas vu de substance, d'éléments probants pour les accuser d'avoir incendié le marché. Ça, au moins en tant qu'avocat, je le sais. Alors, qui a incendié le marché? Les marchés. Alors, si quelqu'un de l'extérieur, qui on a manipulé, revient dire aujourd'hui, je connais les commanditaires,
alors quelque chose doit être fait. Oui, mais il avait cité des noms et on avait arrêté ces personnes dans le temps. Oui. Aujourd'hui, cite encore des noms. Est-ce que la justice peut aussi... C'est ce que je... On fait un travail sérieux. Ce dossier-là, on ne peut pas passer ce dossier en perte et profit. Parce qu'on a arrêté des gens qui ont subi les affres de la justice. Ils ont passé. Il y en a même qui sont morts en prison. Alors, on ne peut pas parler de ce dossier-là sans faire connaître la vérité aux Togolais. Ce dossier-là, on doit faire en sorte qu'on connaisse la vérité un jour pour savoir ceux qui ont réellement brûlé, incendié le marché et pourquoi ils l'ont fait. Donc, la déclaration, les dernières déclarations de Loum remettent tout en surface pour que le gouvernement réellement ordonne quelque chose. Parce qu'il sait déjà, si les gens qu'on a cités comme commanditaires de l'incendie se trouvent dans le gouvernement, mais il faut aller maintenant vers le plan de quelque chose de plus qui sort du Togo. Pour connaître la vérité dans ce dossier, il faut ordonner une enquête internationale. Mais de toute manière, ça viendra un jour. Ça viendra? Mais bien sûr, parce que le système d'impunité qu'on a créé au Togo, c'est parce qu'il y a un système qui crée les conditions de l'impunité. Mais tôt ou tard, lorsque les choses vont bouger, changer, il faut quand même que les vérités qui sont cachées aujourd'hui soient connues demain. Mais les causes profondes, vous n'y avez pas insisté, les évêques jouent à l'équilibriste. Non, ceux qui disent ça, moi, je regrette. Je regrette véritablement de dire, d'entendre les gens dire que les évêques jouent à l'équilibriste. Les évêques, ils ont distribué à chacun ce qu'il mérite. Ils ont parlé du pouvoir de manière profonde. Qu'on ne peut pas conduire comme ça un pays à l'abîme. Que le gouvernement actuel est en train de conduire le Togo à l'abîme. Le Togo est en train de se détruire. Il ne faut pas qu'il s'accroche seulement au pouvoir en disant nous sommes au pouvoir et laisser les gens mourir. Et il a dit, et ils l'ont dit de manière ferme au gouvernement. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, il a dit au gouvernement que c'est une opposition qui est inorganisée. Et ils ont le droit de le dire. Mais ce que les Togolais font souvent, ils veulent que la responsabilité soit située d'un côté. Lorsqu'on vous parle à vous de ce que vous avez fait de mal, les gens ne l'acceptent pas. Or, si on ne fait pas soi-même l'autocritique pour savoir ce qu'on fait de mal, on n'avancera jamais. Reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos erreurs pour pouvoir évoluer vers quelque chose de plus beau. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais est-ce que les portes de la C14 sont toujours ouvertes pour qu'il y ait d'autres entrées? Oh, bien sûr, bien sûr. Moi, de toutes les manières, la C14 n'a jamais fermé ses portes. Mais ce que je voudrais dire, José, pour terminer en réalité, je prends un passage de ce que les évêques ont dit. Et j'en fais un passage que j'ai adopté pour moi-même. Les évêques ont dit, Dieu nous a créés sans nous. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Oui. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Ce qui veut dire que nous devons nous battre comme si la victoire dépend de nous, en attendant que Dieu intervienne. Alors, les Togolais aujourd'hui, ils sont sur les WhatsApp, et ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des déclarations, ils font des TT, on n'a qu'à faire ça, que ce soit à l'intérieur, au niveau de la diaspora. Je l'ai dit une fois, ils m'ont taclé là-bas, ils m'ont insulté proprement, mais c'est la pure vérité. Nous ne pouvons pas rester permanemment sur nos smartphones, faire des déclarations. Il n'a qu'à faire ceci. Quelqu'un fait, on l'insulte. Quelqu'un fait, on dit tu n'as pas fait. Mais toi, tu es quelque chose derrière, personne ne te voit. Les Togolais doivent comprendre aujourd'hui que la libération de ce pays, la création des conditions de la démocratie dépend de chacun de nous. Et les évêques l'ont bien dit que même si le pouvoir fait quelque chose, même si le pouvoir, l'opposition, les responsables politiques font quelque chose, chaque individu a sa responsabilité. Nous devons comprendre nos responsabilités et œuvrer pour que nous allions vers un Togo plus beau, pour que le Togo devienne demain l'ordre de l'humanité. Quand est-ce que vous allez sortir votre candidat? Je ne suis pas candidat, je ne le serai pas. À la C14, il n'y aura pas de candidat à C14. Il n'y aura pas de candidat de la C14? Nous, au sein de la C14, nous avons décidé de n'avoir pas de candidat, mais nous soutiendrons ceux qui sont aujourd'hui en compétition et le meilleur que nous trouverons parmi eux, on le soutiendra. Eh bien, cette curiosité pour rapidement remettre l'antenne, pourquoi vous-même vous n'avez pas été candidat lors des locales, Maître Paul Dodji Apévo?
Ben, j'ai choisi volontairement de ne pas être candidat parce que nous avons créé un parti avec plusieurs personnages et qui ont également le poids les uns que les autres. J'ai été candidat pour les législatives, je ne vais pas être candidat pour les locales. Alors, eux, ils feront quoi? Ils seront où? Vous donnez plutôt le soin, vous laissez le soin à vos collaborateurs. Mais bien sûr, d'émerger. il faut qu'ils eux aussi les mêmes, parce que c'est eux qui nous remplaceront demain. Lorsque vous êtes partout, qui va vous remplacer demain? Merci, Maître Paul de Diapévon d'être venu chez nous. Et voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous sur la bande 96.3. Alors, tout à l'heure, Jacob Ahama et Nessina Kogo vont vous retrouver pour le journal ANV. N'oubliez pas, à 13h, nous serons à 18h également. Alors, excellente semaine de travail à toutes et à tous et que Dieu veille sur le Togo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.